Bonjour, Bonjour à tous. bonjour à toutes et à tous. On est ravis d'être avec vous aujourd'hui. Il est pile 30. Avant de démarrer, on va attendre un petit peu que tout le monde puisse se connecter. On espère que vous allez bien. Bonne année. Meilleurs vœux à tous, évidemment. Euh, Merci, bonne année à vous aussi. Et si ça vous va, comme on est déjà 140, on peut directement démarrer et ça fera venir sinon le reste des étudiants. Euh, la masterclass du jour porte sur le CV qui se démarque, le CV qui va faire la différence. L'objectif aujourd'hui, c'est évidemment de vous donner les meilleurs conseils pour vous faire remarquer par les recruteurs et pour que votre CV soit retenu parmi tous ceux qui peuvent être reçus pour un même stage, une même alternance, une même offre d'emploi. Et pour ce faire, c'est pas moi qui vais vous prodiguer tous ces conseils, mais c'est Pauline Lahari qui est avec moi, qui est CEO et fondatrice de My CV Factory, qui va nous décrire à quoi ressemble un CV gagnant. Bonjour Pauline, comment ça va? Bonjour Louise, tout va bien et toi? Ça va bien, merci beaucoup. J'ai mangé un petit peu avant, histoire de ne pas être affamée pendant cette masterclass. Ouais. Donc on est énergie au top, boosté pour passer cette heure avec toi. Euh, Très heureuse du coup d'être avec toi aujourd'hui et que tu puisses fournir les meilleurs conseils et astuces aux étudiants présents et évidemment répondre à leurs questions. C'est aussi très important sur le principe de ces masterclass de pouvoir répondre aux questions de toutes les personnes présentes. Donc, chers étudiants qui êtes là avec nous, n'hésitez pas au fur et à mesure à poser toutes vos questions dans l'onglet, pas dans l'onglet chat où vous avez tous dit bonjour, merci, mais bien dans l'onglet questions. Et vous allez aussi pouvoir ajouter des pouces aux questions qui vous paraissent les plus pertinentes, à celles où vous voulez avoir en priorité des réponses pour qu'on puisse évidemment les traiter en priorité. Dans les grandes lignes, Pauline, tu vas évoquer pas mal de contenus liés au CV. Euh, D'abord, le fond, le contenu en tant que tel, mais aussi la forme. Et on va avoir en plus de ça deux autres parties, à la fois le CV international, ce qui peut être très intéressant pour tous les étudiants qui vont vouloir faire des stages, des alternances, des jobs à l'étranger, mais aussi le rôle de l'IA Ouais. dans la création d'un CV. Et avant ça, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, de ton parcours professionnel académique? Ouais, tout à fait. Moi, j'ai fait une prépa qui était après un bac S. J'ai fait une prépa pour intégrer les écoles de commerce. J'ai intégré Schema Business School. Et ensuite, en fait, moi, j'ai toujours voulu travailler à l'étranger. Donc, je suis partie vivre en Chine pendant 5 ans. J'ai fait Ok. tous mes stages là-bas. J'ai aussi fait un échange aux États-Unis. Je suis partie aussi en stage aux US. En fait, voilà, j'ai un peu axé mon début de carrière en fait sur l'étranger. Et en fait, j'ai créé My CV Factory quand j'étais à Pékin, en Chine. Et puis voilà, je l'ai créé en 2016. Et depuis, je suis toujours dans ma startup et ça a beaucoup évolué. Voilà, au départ, j'étais vraiment plus pour du commercial, marketing à l'étranger dans des grosses boîtes. Et puis finalement, ben, j'ai voulu créer ma propre structure et je m'épanouis énormément là-dedans. Je trouve que c'est super et ça me plaît beaucoup d'être dans mes propres décisions et de faire vraiment ce que je veux en fait tout le temps. Voilà. Voilà. Merci pour ces informations. Est-ce que, comment ça t'est venu, l'idée de créer My CV Factory? C'était toi, juste ton expérience personnelle, avec une volonté de créer une entreprise dès le début, ou c'était vraiment un besoin que tu as vu et tu t'es dit ensuite, ah bah, je vais créer cette entreprise-là? Comment ça s'est passé? En fait, à l'école déjà, moi j'aimais bien
faire plusieurs CV, tester différentes choses pour se marketer soi-même. J'aimais bien le marketing de la personne. Et puis, j'avais pas mal d'amis qui trouvaient que je faisais des jolis CV, donc j'avais fait leur CV en école hein, pour trouver un stage ou une alternance. Et puis, une chose en entraînant une autre, je commence à me renseigner sur le marché du CV en fait sur Internet. Et puis, il n'y avait pas tant de choses que ça à l'époque. Et c'est comme ça que je me suis dit, bah, en fait, je vais créer ma boîte dans l'univers du CV. Donc c'est vraiment un peu, pas par hasard, parce que j'aime bien la com et mettre en avant les gens, les étudiants, les candidats. Mais voilà, je me suis dit qu'il y avait aussi une idée peut-être business là-dedans. Et donc j'ai lancé le site est sorti en 6 mois. J'ai fait ça assez vite avec des amis. Hein. C'était pas du tout pro au début. Et puis après, voilà, ça se structure petit à petit. Mais le début, c'était vraiment pour tester, voir où ça me mènerait. J'avais pas de plan du tout sur la suite. Ok, très intéressant et clair. Merci beaucoup. Si Moi, je propose qu'on avance, je crois que tu as une présentation pour commencer, pour ouvrir cette masterclass. Donc, je t'invite, si ça te va, à pouvoir partager ton écran et je suis sûre que ça répondra déjà aux premières questions qui ont été posées. Et sinon, je te les poserai au fur et à mesure. Bah, c'est parti. Alors, comme le disait Louise, hein, l'idée d'aujourd'hui, c'est de parler finalement de 4 thèmes. J'ai axé la presse en 4 thèmes. D'abord, le contenu du CV, comment on se met en avant dans son contenu, qui est quand même vraiment, vraiment très important. Le design du CV, donc plutôt l'esthétique, les couleurs à choisir selon le secteur qu'on vise. Le côté international, et puis un petit peu de IA, comment utiliser l'IA dans vos candidatures. Alors, c'est une presse qui est assez longue, hein, vous voyez, il y a 50 slides. Je vais parfois passer un peu vite, mais je vous enverrai la présentation pour que vous ayez en fait la trame et puis peut-être que vous pouvez revenir dessus sur les thèmes où j'ai été un petit peu vite. En tout cas, je vais essayer d'être concise malgré le nombre de slides. Mais l'idée, je voulais vraiment aujourd'hui axer sur ces 4 thèmes-là qui me semblent vraiment importants aujourd'hui. Donc, c'est parti. On va commencer avec le contenu. Tout d'abord, pour rappeler le concept quand même pur d'un CV, c'est que c'est un aperçu de votre parcours, hein, comme un packaging, hein, une sorte de vitrine où vous allez mettre qui vous êtes, ce que vous voulez vendre à un recruteur. Donc c'est important finalement de bien se connaître avant tout, avant de pouvoir du coup formuler et formaliser dans le CV ce qu'on veut écrire. Donc c'est parti. Donc le contenu bien construit, évidemment, le contenu c'est 50% de la candidature. Hein, c'est vraiment très important, le choix du vocabulaire, le choix des mots-clés que vous allez insérer dedans. On va y aller pas à pas sur un CV, hein, donc il y a plusieurs rubriques, vous le savez très bien. Le nom, les informations de contact, la photo, tous ces éléments-là, en fait, on doit les voir en premier. Sachez que sur un CV, le plus important, les informations les plus importantes doivent apparaître en haut de la page. C'est vraiment là, en fait, où on se dit, bah, tiens, j'ai toutes les informations globalement nécessaires sur ce candidat. Et puis, si ça me plaît, si cette première partie me plaît, alors je décide de lire la suite du CV. La photo n'est pas obligatoire, mais aujourd'hui, c'est quand même un vrai plus parce qu'elle permet de mettre un peu d'humain en fait sur un CV. Aujourd'hui, il y a beaucoup de digital, beaucoup de candidatures sont, organisées par l'IA. Enfin, il y a beaucoup de choses où il y a moins d'humain finalement, et donc la photo vient quand même rajouter un petit peu de visuel et un petit peu de couleur aussi au CV. Alors, dans la première partie, donc il y a les contacts, la photo, le titre du CV. Et un paragraphe, on va dire, un peu d'introduction sur votre parcours, sur votre profil, que j'appelle, moi, profil et objectif, mais il peut tout à fait s'appeler autrement, hein, objectif de carrière, mes ambitions, enfin, vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez. Le titre du CV, en gros, c'est le poste que vous visez, hein, le futur poste. Ou alors, bien sûr, la formation si vous postulez pour un master ou quelque chose comme ça. Donc, typiquement, ça peut être futur comptable, souhaite intégrer un cursus en finance, marketing, startup, innovation, bachelor marketing, responsable commercial. En fait, tout ça, ce sont des titres intéressants où en fait, on a les mots-clés que l'on cherche, on comprend qui vous êtes en une ligne, hein, c'est vraiment clairvoyant et super facile à comprendre. Et en fait, ce sont des mots-clés aussi importants qui vous seront utiles quand vous postulerez vraiment. Donc, n'oubliez pas, le titre du CV, c'est le futur poste et ce n'est pas étudiant dans telle école. Juste étudiant, ce n'est pas un bon titre de CV parce que ça ne dit en rien en fait ce que vous faites et ce que vous voulez faire.
Deuxième chose, donc l'introduction, profil et objectif. En fait, ici, ça se prépare en 2 temps. L'état des lieux de ce que vous faites aujourd'hui et la projection dans l'avenir. Donc aujourd'hui, souvent vous êtes en école, en programme grande école, master ou bachelor. Voilà, vous dites ce que vous faites, vous dites si vous avez eu quelques expériences que vous avez aimées en stage. Et ensuite, on passe à la suite. Je suis aujourd'hui à la recherche d'un stage de 6 mois en tant que chef de projet innovation. L'idée ici, c'est de comprendre l'état des lieux d'aujourd'hui pour qu'on sache en fait où vous en êtes et la suite, qu'est-ce que vous voulez faire et où vous vous projetez. Ça, je dirais que ce sont 2 grands points super importants du CV aujourd'hui. Et s'il n'y a pas ces éléments-là, je trouve que c'est difficile de se projeter sur un CV. C'est dur en fait d'entrer dans un CV sans cette première, on va dire, prise de brief. Le parcours scolaire et professionnel, donc ça c'est des grands classiques évidemment du CV, la formation. Dans la plupart des cas, vous êtes assez jeune, donc la formation, c'est un peu votre, on va dire, votre meilleur atout, votre meilleur ami pour postuler et trouver un stage et une alternance. Donc n'hésitez pas à le détailler, c'est-à-dire que vous pouvez vraiment noter le détail des cursus, les campus, les matières clés que vous avez aujourd'hui dans vos cours, dans votre emploi du temps. Voilà, faut pas hésiter à en mettre beaucoup, si en tout cas c'est l'un de vos principaux atouts. Si jamais vous avez eu des stages, des alternances, bien d'autres expériences, la formation peut passer dans un second plan. Les projets scolaires, ils peuvent être importants aussi. Tout ce qui est projets associatifs, comme la junior entreprise ou même d'autres, humanitaires, membres dans le bureau. Enfin, voilà, vous pouvez vraiment parler de vous et de ce que vous faites en dehors de l'école. Au niveau des expériences, alors vous n'en avez pas forcément toujours, mais on peut déjà parler de celles qui sont les jobs d'été, qui peuvent être intéressants à rajouter dans un CV, en tout cas au début. Bien sûr, un job d'été, c'est hyper intéressant. Vous allez le voir, je vais vous montrer comment on peut les valoriser. Toujours dans une optique de recrutement, c'est très important de valoriser les compétences que vous avez finalement retenues et acquises au cours de votre job d'été. Vous allez pouvoir détailler les missions, présenter des résultats concrets de ce que vous avez pu mener comme projet, et c'est ça qu'on va vouloir rechercher, même sur un job d'été. Ensuite, je vais vous montrer un exemple, comme ça vous aurez quelque chose de très concret. Et dans les expériences associatives, c'est un petit peu pareil. Vous allez pouvoir décrire les actions auxquelles vous avez participé, le rôle que vous avez pu avoir. En fait, toutes ces expériences-là, asso ou job d'été, c'est pour montrer à quel point vous avez été impliqué dans un projet et à quel point vous avez su le mener à bien. Donc ça, c'est intéressant pour un recruteur, évidemment. Alors, les exemples, ça va être beaucoup plus concret, donc c'est ça que je voulais vous montrer. Donc, job d'été, imaginons, vous avez été équipier, équipière dans un fast-food. Sur le CV, ça donne accueillir les clients et prendre les commandes, préparer les plateaux e-box à emporter, tenir la caisse, participer à la tenue du restaurant. Donc là, vous voyez, on définit finalement le périmètre de vos actions, on mentionne les missions. C'est vraiment clairvoyant, on comprend parfaitement ce que vous avez fait. Ensuite, il y a un point réussite. Donc là, on met en avant vos réussites. Qu'est-ce que ça peut être? Donc, ça peut être 250 clients par jour, meilleur équipier pour août 2021. Donc là, vous mettez en avant tout ce que vous avez pu réussir pendant cette mission. Et pour montrer aussi l'envergure de la mission, c'est-à-dire que 250 clients par jour, c'est pas rien. Donc ça montre aussi que c'était peut-être un gros fast-food. Et donc c'est intéressant de savoir comment vous vous situez et de comprendre en fait l'environnement de travail. Et les acquis, là, c'est là où vous allez pouvoir rajouter des mots-clés de compétences comme sens du service, résistance au stress, réactivité, travail en équipe. Et là, en fait, vous venez valoriser ce job d'été par des compétences qui vont pourtant être très importantes aussi pour le futur poste que vous allez viser. Donc, c'est ça qui est intéressant dans un job d'été. Non seulement ce sont les missions, mais aussi les acquis de compétences que vous allez du coup mettre à profit pour une autre entreprise. Donc ça, c'est typiquement une très très bonne façon de valoriser un job d'été. Ça m'amène à vous parler de la traduction, entre l'émission et le langage professionnel. Par exemple, vous écrivez prise de commande, et en fait, en langage professionnel, nous, on va comprendre en tant que recruteur, service client. Tenue de la caisse, donc c'est la mission, on va comprendre comptabilité journalière. Préparation, dans la mission, ça va être traduit par régularité. Ou le nettoyage, ça montre une certaine rigueur. En fait, cette traduction professionnelle, elle est extrêmement intéressante parce que, en fait, c'est là que le paragraphe des acquis joue son rôle pleinement, c'est qu'on va avoir l'émission d'un côté et les acquis de l'autre. Et ainsi, le recruteur n'a pas à traduire lui-même, si vous voulez.
il voit tout de suite les mots-clés qui l'intéressent. Donc ce travail-là, c'est très intéressant de le faire en amont. C'est pour ça que c'est très important de travailler finalement votre vocabulaire et votre pitch avant de vous lancer dans votre CV. Les qualités personnelles que vous pouvez aussi rajouter dans les acquis, ça peut être esprit d'équipe, polyvalence. C'est toujours intéressant aussi de rajouter, au-delà des compétences métiers, des qualités perso qui peuvent être vraiment intéressantes sur d'autres métiers aussi. Les réussites et résultats, donc comme je l'ai mentionné tout à l'heure, ça peut être un nombre de clients servis par jour, des heures de pointe, des résultats au sein de l'équipe, des progrès réalisés. Tout ça, ce sont des exemples de réussite que vous pouvez mettre en avant. Un autre exemple, dans les projets perso, donc imaginons que vous avez fait un voyage en Espagne en famille, sur le CV, ça peut donner établir et suivre le budget familial, définir l'itinéraire et le programme des visites, effectuer les réservations, créer un blog. Voilà, ça donne un peu du concret sur ce projet, sur ce voyage. Et ensuite, toujours les deux lignes en plus, les réussites, avec tout ce qui va derrière, gestion du budget, combien de visiteurs sur le blog. En fait, là, vous pouvez donner l'envergure à nouveau de vos réussites. Et les acquis, donc on peut mélanger des acquis perso, des compétences perso comme pro. Donc là, il y a rigueur et organisation, découverte d'une autre culture, compétences linguistiques, qui peuvent être tout à fait intéressantes dans un CV. Ça, c'est un exemple. Voilà, c'est aussi pour ceux qui n'ont peut-être pas forcément beaucoup d'expérience, mais vous pouvez tout à fait ajouter ça à votre CV et c'est un plus, vraiment. À nouveau, ce travail de traduction. Suivi budgétaire, ça donne comptabilité et trésorerie. La programmation d'un voyage ou de quelque chose, ça donne organisation et planification. Réservation, compétences administratives et tenue du blog, communication et réseau. Tout ce travail à niveau de mots-clés va être important pour votre CV. J'espère que c'est clair et que ça vous parle. D'autres qualités personnelles qu'on peut rajouter, comme la curiosité, sens de l'organisation, capacité d'adaptation. Et les réussites, donc là on a parlé tout à l'heure du budget, mais ça peut être aussi un objectif de visite, que l'itinéraire soit respecté, que le blog ait une bonne audience, que vous avez appris une langue étrangère. Donc en gros, si on peut résumer sur les compétences, elles doivent souvent être en lien avec le job et le stage pour lequel vous postulez. N'oubliez pas bien sûr les compétences liées à votre personnalité, parce qu'elles sont vraiment très importantes. Vous pouvez en fait utiliser des mots-clés et on va dire une liste de mots-clés que vous pouvez lister directement dans la rubrique compétences, mais aussi toutes ces compétences peuvent être listées au fur et à mesure dans les blocs des expériences, de l'introduction. Elles peuvent être mises un petit peu partout dans le CV. Alors là, je vous liste les différents types de compétences parce que ça vaut le coup que vous ayez vraiment tout en tête sur les styles de compétences à avoir. Il y a tout ce qui est compétences métiers, c'est-à-dire que ce sont des compétences que vous allez acquérir au sein de votre futur job, donc comme du management d'équipe, de la gestion de projet, du marketing. Ce sont les grandes les compétences que le métier va vous apporter. Les compétences techniques, c'est plutôt les outils, donc tout ce qui va être en effet des outils de newsletter, des outils comme Google, des outils qui vont aider à la performance dans votre métier. J'ai mis les langues dans les compétences. Ça peut effectivement faire partie d'un bloc compétences. Donc là, vous allez pouvoir rajouter un score au TOEIC, au TOEFL, des séjours à l'étranger, des choses comme ça. Les compétences liées à votre personnalité. Donc là, vous allez mettre en avant qui vous êtes. Est-ce que vous avez du leadership? Est-ce que vous avez du charisme? Est-ce que vous avez le sens de l'engagement? Vous allez pouvoir mettre ça noir sur blanc sur le CV. Et après, il y a les math skills qui sont récemment arrivés. Enfin, ça fait quelques années maintenant qu'on en parle. Là, ça va être un peu les compétences un peu atypiques que vous pouvez avoir. On a typiquement des auteurs-compositeurs, des personnes qui ont vraiment un super niveau dans un sport, ou presque professionnel. Il y a des choses comme ça que vous pouvez mettre en avant de manière beaucoup plus poussée si vous avez développé une compétence extrêmement, on va dire, intéressante et puis au plus haut niveau si c'est du sport. Ça peut être vraiment, ou de la musique, ça peut vraiment faire aussi une différence, être un supplément d'âme au CV. Les intérêts ne sont pas du tout à oublier, c'est pas une légende, parfois ça sert vraiment de brise-glace avec le recruteur, c'est-à-dire que vous pouvez tout à fait parler d'un intérêt en premier pour justement créer du lien avec votre interlocuteur. Donc n'hésitez pas à les mentionner, le sport, les voyages, bien évidemment, essayez de ne pas avoir un intitulé bateau, mais soyez précis et allez vraiment dans le vif du sujet. Vous faites quel sport, à quel niveau, à quelle fréquence, donnez du détail. C'est vraiment ça qu'on va chercher.
Voilà, en gros, le recruteur saura comprendre ce que vous souhaitez lui dire, mais si et seulement si ce contenu de CV est percutant, pertinent, voilà, il n'y a pas de sujet. Tant que le contenu est de qualité, on a envie de lire. Alors, on vient de terminer la partie contenu. Je veux bien savoir si vous avez des questions déjà sur cette première partie. N'hésitez pas parce que c'est vraiment important que vous ayez bien compris tout ça. Eh bien, il y a quelques questions, dont une partie auxquelles tu as déjà répondu. Ok. Ce qui est bien, ce qui est efficace. Dans les questions qui ont été déjà posées, auxquelles tu as répondu, on avait la partie soft skills. Est-ce que c'est pertinent ou pas de mettre en avant ces soft skills sur un CV? Et tu t'as bien fait comprendre que oui. Oui, absolument. On avait aussi une question sur comment faire un bon CV quand on n'a aucune ou peu d'expérience professionnelle. Et je pense que tu as assez clairement montré les différentes possibilités pour mettre en avant des jobs étudiants, du babysitting ou autre. Donc on a toujours une expérience qu'on peut, je pense, mettre en avant à minima. Et une autre question qui était est-ce qu'un paragraphe rédigé d'introduction est nécessaire? Et tu as montré aussi l'importance d'avoir un paragraphe clair et concis pour mettre tout ça en avant. Oui. Et à côté de ça, on avait d'autres questions qui ont été posées. Une de Mariam Lakli qui demande s'il existe des tendances actuelles en matière de design de CV. Et est-ce que tu peux leur recommander des outils à utiliser pour se démarquer? Ça viendra peut-être dans la partie la forme, mais en tout cas, comme ça, tu vas cette. Ok, super. Tu as cette question-là. On a aussi une question sur savoir s'il est bon, s'il est mieux d'avoir un CV chargé visuellement et qui présente toutes les compétences de la personne, ou s'il vaut mieux avoir un CV qui va être plus léger, mais qui représente pas toutes les compétences, toutes les expériences. Peut-être que tu pourrais expliciter un peu l'importance de hiérarchiser ou pas les différentes compétences, expériences. Ouais, c'est une très bonne question. Alors, je réponds tout de suite. Il vaut mieux un CV plus léger. Il vaut mieux un CV plus léger. Il vaut mieux en dire un peu moins et avoir encore de quoi dire à l'entretien que de tout dire d'un seul coup et en fait ne pas être retenu au premier round parce que votre CV est trop chargé. Donc, ça va rejoindre la forme du CV. On va en parler un petit peu de ce côté hiérarchie de l'information. Donc ça, c'est une question un peu d'organisation dans la page. Mais je réponds quand même assez clairement, il vaut mieux un CV plus léger, même si on ne dit pas tout, que trop chargé, quitte voilà, en dire moins, c'est mieux. Je pense que c'est bien si je passe au design parce que ça va répondre à ces questions-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Louise, à part celle-là? Oui, il y a certaines questions auxquelles tu as répondu que je regarde quand même en même temps. Est-ce qu'il y a des erreurs courantes que les étudiants font sur leur CV et comment les éviter? Mais je pense que globalement, en donnant les bonnes pratiques, t'expliques bien ce qu'il faut éviter. Oui. Et non, je pense qu'on peut avancer et que d'autres questions vont arriver au fur et à mesure, si ça te Oui, va. je pense que je vais réussir à répondre à d'autres questions justement avec le côté Super. esthétique. Donc, on arrive un peu à la deuxième partie, c'est le packaging du CV, c'est à quel point il est séduisant, attractif pour un lecteur. Vous voyez, c'est comme une présentation PowerPoint que vous allez faire en études, en école. On préfère des slides épurés, des slides simples et dire les choses à l'oral que des slides très très compliqués à déchiffrer avec trop d'écriture et du coup on perd complètement son audience. Le CV c'est pareil, il faut en dire un peu moins pour avoir sa chance. En tout cas, esthétiquement, c'est mieux. Donc, je vais vous montrer quelques exemples. Déjà, une seule page maximum. Quand on est jeune, en début de carrière, une seule page suffit. Utilisez évidemment un design plutôt sympa, mais avec lequel vous êtes à l'aise, avec une identité très claire. Il faut que le haut du CV, vous voyez, toute cette première partie, soit vraiment bien claire, bien mise en avant.
les statuts et objectifs bien annoncés, les mots-clés, les verbes d'action un peu partout. Donc, les verbes d'action, c'est, par exemple, dans cette expérience, on le voit, conseiller, orienter, gérer l'approvisionnement. Ce sont des verbes qui, en fait, donnent une impulsion et donnent une impression de, on va dire, de contenu qui est vivant et dynamique. Donc, c'est important de garder en tout cas, si vous partez sur du verbe, c'est important de garder le verbe sur l'ensemble de vos expériences. Et puis, bien sûr, facile à lire, c'est-à-dire qu'il est facile de passer d'une colonne à l'autre, facile d'aller d'une rubrique à l'autre. On a bien compris comment était organisé ce CV. Donc voilà, ça c'est déjà important. La couleur, alors je ne sais pas si on avait des questions sur les couleurs, mais je trouve ça assez intéressant de parler de ça. C'est comme, si vous voulez, les chartes graphiques des entreprises, il y a des couleurs pour certains domaines. Vous verrez, en pharmacie notamment, il y a du orange, il y a du bleu. Parce que dans la santé, ce sont souvent ces couleurs-là qui sont représentées, et le vert aussi, bien sûr. Et bien dans les CV, c'est un petit peu pareil, il y a une sorte de code couleur, donc on va les repasser un petit peu en revue. Mais aujourd'hui, dans les tendances, donc le bleu, c'est globalement adapté à tous les domaines et métiers. C'est typiquement sur du bleu, vous ne prenez aucun risque en fonction du secteur et du métier que vous allez viser. Donc n'hésitez pas à viser le bleu si vous avez un doute, si vous ne savez pas tellement quelle couleur utiliser, vous ne ferez pas de faux pas avec le bleu. Le rose, alors c'est un petit peu plus parti pris parce que ça dénote un peu, hein, il y en a pas, enfin, tout le monde ne choisit pas cette couleur-là. Le rose, c'est plutôt tout ce qui est événementiel, communication, animation, tous les métiers finalement, voilà, qui sont en représentation client. Donc là, il ne faut pas hésiter. Alors c'est du rose, mais on peut aussi avoir des couleurs un peu plus flashy, quelles qu'elles soient. Il ne faut pas hésiter à mettre un petit peu de fantaisie dans ces domaines-là. En tout cas, on a cette liberté-là, donc il ne faut pas s'en empêcher. Dans l'univers du conseil, de l'ingénierie, vous allez trouver du rouge, dans la banque également. Vous allez trouver pas mal de rouge, donc faut pas hésiter à en mettre. Bien sûr, après, ne faites pas un CV tout en rouge, hein, les titres, ce sera déjà très bien. En tout cas, globalement, je conseille la couleur sur un CV hein, pour rien que pour se démarquer un petit peu et puis ajouter votre patte graphique aussi au template que vous allez choisir. Vous allez avoir du vert dans tout ce qui est énergie, ingénieur, immobilier. C'est une couleur qu'on retrouve pas mal. Tous les types de vert, hein, mais voilà, trouvez votre teinte de vert et vous pouvez la combiner voilà, avec des tons un peu plus foncés. Toujours dans cette optique de ne pas non plus noyer le lecteur et l'information dans trop de couleurs différentes. Hein. D'ailleurs, j'en recommande 2 maximum dans un CV. Après, ça devient compliqué à déchiffrer. Le violet, alors c'est plutôt le mauve dans cet exemple. Le violet peut être utilisé, voilà, c'est une couleur, on va dire, plutôt fraîche pour l'été. Mais donc pour les jobs d'été, c'est vrai que parfois on pourrait utiliser ce type de couleur pour se différencier des autres. Le jaune, alors on a pas mal de jaune dans la pharma, dans la santé, mais aussi voilà, pour les aides-soignants, dans le médical. Et puis tout ce qui est nourriture dans la gastronomie, on a pas mal de couleurs jaunes, moutarde pour ces secteurs-là. Voilà, orange et jaune, c'est de la gastro, c'est de la restauration en général. Serveur aussi pour les jobs d'été, on peut avoir ce type de couleurs. Voilà pour l'esthétique. Alors si je peux répondre aussi aux outils, aux outils qu'on recommande. Nous, on est My CV Factory, donc je ne peux que vous recommander notre outil de CV qui est dans les 150 écoles aujourd'hui, donc probablement dans votre école, parce qu'on commence à en avoir pas mal. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me contacter, comme ça je pourrai prendre rendez-vous avec votre service carrière et leur proposer notre outil. Nous avons de très nombreux templates de CV, mais vous pouvez aussi tout à fait venir sur notre site grand public, puisque nous avons ouvert aussi notre site grand public, donc vous pouvez aussi utiliser notre outil comme ça. Je vous enverrai le lien si cela vous intéresse, il n'y a aucun problème pour découvrir nos services d'outils de CV. Est-ce qu'il y a des questions sur le packaging, la cosmétique de votre CV ?
On avait plutôt sur la forme Ouais. une question qui est comment faire un CV qui tient en une page tout en détaillant au maximum. Donc c'est plutôt général, mais ça tient aussi à la forme. Quels outils à nouveau utiliser pour faire notre CV, mais ça Bah c'est là, en fait, clair de ton côté. c'est un c'est un vrai challenge hein, de faire tout rentrer dans une seule page. L'idée, selon moi, hein, c'est de hiérarchiser le contenu. Typiquement, imaginons que vous avez eu trois stages, vous allez en fait avoir une proportionnelle dans l'aspect que ces stages vont prendre dans le CV. Je m'explique, ça veut dire que la première expérience, imaginons, elle va avoir 10 lignes. La deuxième expérience, vous allez passer à 6 lignes. Et la dernière, vous allez garder que 2 lignes. Et ça, c'est un travail qui est intéressant à faire pour vous aider déjà à synthétiser votre contenu. Et puis, sur la forme, en fait, instinctivement, quand on va voir que la première expérience, elle est grosse, la deuxième, elle est moins grosse et la dernière, elle est petite, on va se dire, bah voilà, sa vraie expérience, celle qu'il veut mettre en avant, c'est celle-ci, c'est la première. Et en fait, on va se dire, bah voilà, il a bien fait le travail de hiérarchie, on a bien compris quelle est en fait son expérience principale. Et ça, c'est très important du coup de faire ce travail-là. Comme ça, vous allez pouvoir mettre en avant l'expérience la plus importante et vous allez apprendre à synthétiser, bien évidemment, votre contenu pour que ça passe en une page. Après, vous allez aussi vous dire, voilà, je sais pas moi, 5 expériences associatives, je vais en choisir que 2. Et je vais choisir les 2 expériences qui auront du sens pour le métier que je vise. J'en sais rien, imaginons que vous voulez travailler dans une ONG, vous allez évidemment mettre en avant votre expérience associative humanitaire plus que l'association sportive dans laquelle vous êtes aussi. Il y a aussi voilà, une sélection de l'information en fonction de l'objectif que vous avez. Mais ça, voilà, c'est si vous avez beaucoup d'expérience, beaucoup de projets extrascolaires à raconter. Pareil, vous voulez travailler dans le sport, dans l'univers du sport, voilà, il y a les JO qui vont arriver, vous voulez trouver un job là-dedans. Évidemment que votre section sportive dans votre CV, il faut qu'elle ait une place immense. Il faut qu'on voit immédiatement votre intérêt pour le sport, pour le domaine. Ce n'est pas anecdotique quand on veut travailler pour les JO, par exemple. Donc, en fait, tout ce travail-là de sélection de l'information, pour que le CV soit léger et en une page, ça veut dire qu'il faut viser extrêmement juste et cibler le métier que vous voulez pour que ça ait vraiment tout son sens et que vous ne parliez pas de choses, certes intéressantes, mais qui ne sont pas pertinentes pour le poste que vous visez. Donc ça, c'est très important. Et les outils, effectivement, c'est assez clair. MyCV Factory, le meilleur outil de la planète. Et, et du coup, je me demande par rapport à ce que tu dis, est-ce que, parce qu'on conseille très souvent de pouvoir mettre, que ce soit ses expériences professionnelles ou simplement académiques, de les mettre par ordre chronologique. Le plus récent en haut, et ensuite on redescend dans le passé. Voilà. Est-ce que du coup on reste quand même là-dessus et du coup on part du principe que la dernière expérience professionnelle est la plus importante et celle qu'il faut mettre le plus en avant? Ça va Ou est-ce dépendre. que potentiellement... Non, on peut Ouais. changer d'ordre. Dans la normalité, le standard, c'est évidemment de parler de la plus récente à la plus ancienne. Mais si jamais ça n'a pas tellement de sens pour le métier que vous visez, il vaut mieux déconstruire l'ordre et mettre en premier l'expérience la plus importante et valorisante pour le poste que vous visez. Donc ça, c'est très important de l'avoir en tête parce que souvent, vous n'osez pas forcément changer l'ordre, mais ça peut être très intéressant qu'un recruteur démarre par la bonne expérience et qu'il se dise pas, tiens, en fait, sa dernière expérience ne correspond pas du tout à ce que je cherche, alors qu'en fait, si, il fallait juste qu'il lise la deuxième ligne. Hein, vous voyez, donc il faut aussi peut-être réorganiser le CV pour que ce qu'on va lire en premier ait du sens pour le recruteur. Il ne faut pas hésiter à refaire voilà, un ordre différent. Ok, très clair. Et si on doit sélectionner certaines, si on a par exemple beaucoup d'expérience, par exemple peut-être beaucoup de CDD, de contrats à durée déterminée, si on doit en choisir que quelques-unes qui sont les plus pertinentes, est-ce qu'on a besoin de... Comment est-ce qu'on peut justifier, ou c'est peut-être pas besoin d'ailleurs, de trous dans le CV au niveau d'années Ouais. ou de mois? Comment est-ce qu'il y a, on n'aurait pas peur qu'il y ait un manque de, enfin, pas de cohérence, mais certains trous dans le CV au niveau des années? Alors oui, c'est une très bonne question.
En tout cas, quand on est junior, il y a moins quand même cette question-là parce qu'il y a une chronologie, hein, si tu veux. On va avoir l'école, on va avoir les expériences d'été. Donc, on sait bien que le CV n'est pas toujours très cohérent au début d'une carrière. C'est pas comme après quand on a son diplôme et qu'effectivement, si on s'arrête 3 ans, bah, ça va se voir, quoi. Donc déjà, les recruteurs ont l'habitude que le CV ne soit pas un long fleuve tranquille quand on est junior. Deuxième chose, effectivement, quand on a eu beaucoup de CDD, il vaut peut-être mieux, plutôt que de répéter les missions qui sont souvent répétitives, en tout cas les mêmes, on peut tout à fait imaginer rajouter une rubrique job d'été ou intérim ou CDD avec les missions suivantes. Donc on met quelques missions et puis surtout les compétences qu'on a pu acquérir issues de ces expériences-là. Comme ça, on ne répète pas et on peut tout à fait dire, ben voilà, de 2010 à 2020, ou n'importe quelle autre date, évidemment, j'ai été employé de service là, là et là, et voici ce que j'ai appris. Avec telles compétences listées, il y en a 5, et puis comme ça, vous ne mettez pas trop de pression sur les trous, et puis ça permet quand même d'à nouveau mettre des mots-clés, et de montrer surtout qu'en tant que junior, bah, vous avez déjà bien travaillé, et c'est quand même quelque chose d'assez rare aujourd'hui. Hein. Les jeunes n'ont pas toujours beaucoup d'expérience à valoriser, justement. Donc, s'il y en a, bah, c'est bien de les mettre. Très clair. Et autre question, à partir de quel moment, dans sa carrière par exemple, ou de combien d'expérience on peut passer à 2 pages de CV? On a eu 2 questions dans ce sens. Ouais. Alors, si tu peux nous éclairer. On peut passer à 2 pages quand on a 40 ans. Et encore, aujourd'hui, la mode est à faire une seule page, même pour des grandes carrières. Parce qu'on se rend compte qu'en fait, les gens, ils lisent pas forcément tout ce qui est écrit dans le CV et ça prend plus de temps qu'autre chose. Donc, la mode est à rester sur une page tout le temps. Maintenant, il y a certains recruteurs qui aiment le détail, hein, ça arrive. Bon, voilà, on peut aussi faire des CV de 2 pages. Mais vous voyez, typiquement, nous, on a des grands patrons d'entreprises très connues du CAC 40. On fait un CV d'une seule page parce que c'est ça qu'ils souhaitent. Ils veulent de la synthèse, ils veulent quelque chose d'impactant, de pertinent. Et en fait, un CV de 2 pages, c'est bien moins impactant finalement parce qu'on ne va pas lire dans le détail. Et finalement, on en dit trop. Donc, j'ai envie de répondre une page tout le temps. Mais si vraiment vous avez très envie de parler, faites-en 2, mais vraiment, essayez d'alléger au maximum du coup ces 2 pages-là. Très clair, super. Merci beaucoup. Si ça te va, je pense qu'on peut avancer sur la partie internationale. Très bien. Donc, il reste 2 parties, l'international et puis l'intelligence artificielle avec laquelle on terminera. Donc, l'international, à la différence de la France, hein, on peut avoir des CV sur plusieurs pages. Donc, je vais vous montrer un petit peu. Globalement, les rubriques qui sont communes à tous les pays, c'est les rubriques que nous avons en France. Hein. Vous les trouverez un peu partout dans tous les pays. Donc, c'est quelque chose finalement d'assez rassurant. C'est que le CV, la structure du CV est globalement la même dans n'importe quel pays. Alors, le CV anglophone, donc sur le Royaume-Uni, donc il n'y a pas de photo. En longueur, on est sur 1 ou 2 pages. Et à ne pas mettre, c'est l'âge, la religion, l'état civil, le sexe et même la date de naissance qui ne sont pas autorisés parce qu'en fait, il y a une volonté bien sûr de non-discrimination et on ne souhaite pas discriminer ni par l'âge, ni par la religion, ni par votre genre, ni par la date de naissance, voilà, l'âge. Donc, c'est important de ne pas mettre ces informations-là. Au moins, vous savez, de toute façon, je vous enverrai les slides, comme ça vous aurez le détail et les codes selon les pays que vous visez. Les États-Unis, donc c'est un peu la même base, pas de photos, 2 pages. Pareil, ne rien mettre qui puisse en fait montrer votre âge, votre sexe, etc. Sur la formation, il faut ajouter donc la moyenne générale, donc c'est le GPA. Donc c'est intéressant si elle est au-dessus de 3 sur 5. En fait, aux US, ils ont donc une moyenne générale sur 5. Donc normalement, vous devriez, en tout cas en école aujourd'hui, vous devriez avoir la traduction de cette note-là. En tout cas, si elle est au-dessus de 3, c'est bien de la mettre. Et après, ils insistent énormément sur les expériences extrascolaires. Donc, tout ce qui est volontariat, association, humanitaire. Donc, il faut vraiment dédier en fait une section à ça. Donc, ça peut être une section projet.
Faut pas hésiter à rajouter ça. Et les petits plus, donc tout ce qui va être un petit peu perso, comme des publications, des papiers que vous auriez publiés sur des thèmes, voilà, des choses un peu académiques et qui montrent que vous êtes voilà, très intelligent, quoi, on va dire. Donc, faut pas hésiter à mettre ça. Pareil, dans le sport, si vous avez un degree, en tout cas, si vous avez un score, quelque chose qui prouve un niveau un peu incroyable dans un domaine, c'est très bien vu de l'ajouter donc au CV. Il y a une partie sur les CV anglophones, donc au Royaume-Uni ou USA, une partie qui s'appelle les références, qui permet en fait de voilà d'indiquer le nom, les coordonnées de votre ancien patron, votre ancien boss, et de pouvoir du coup voilà les donner à votre futur employeur pour qu'il puisse discuter avec l'ancien. Et donc en général on utilise cette phrase-là, references available upon request. Donc ça vous pouvez tout à fait l'ajouter sur votre CV. Bien évidemment, si vous le mettez, ça veut dire que vous êtes très à l'aise et donc vous allez pouvoir, vous êtes à l'aise avec le fait de donner les coordonnées de votre ancien employeur ou professeur d'ailleurs. Donc, prévenez-le en amont, hein, c'est la coutume, c'est que vous allez écrire ces coordonnées, vous allez dire à cette personne, j'ai mis vos coordonnées dans mon CV, vous risquez d'être contacté, est-ce que c'est d'accord pour vous? Et là, la personne va vous dire oui, très bien, ou alors non. Et là, vous devrez trouver quelqu'un d'autre. Donc, prévenez-le qu'il sera probablement appelé parce qu'en général, quand vous mettez la référence, ils appellent 100% du temps. Donc, attention à ça. En termes de rédaction de CV en anglais, on utilise toujours le passé simple pour parler d'une expérience qui est passée. Donc, managed, executed, led, introduced. Attention aux verbes irréguliers. Je vois énormément passer de fautes dans les verbes utilisés en anglais. Donc, renseignez-vous quand même, vous faites le relire par quelqu'un. En tout cas, faites attention à l'orthographe. Attention également aux majuscules. Les titres de poste et de diplôme possèdent une majuscule en anglais. Donc, team leader ou assistant designer. Donc là, vous le mettez vraiment, c'est important. Il y a des buzzwords. Alors, c'est une étude qui date un petit peu maintenant, mais je pense qu'elle sera actualisée bientôt. C'est des mots-clés qu'on a un petit peu trop vus en anglais. Donc, ils sont là. Les synergy, passionate, detail-oriented, team player. Tout ça, c'est des mots-clés qu'on a un petit peu trop vus, donc un peu bateau. Donc, préférez des choix de mots-clés un petit peu plus impactants. Et puis, le bon anglais. Hein, soit si vous êtes british, soit vous êtes américain. Donc, là aussi, c'est pas tout à fait pareil. Renseignez-vous. Et puis, quelle est votre audience? Est-ce que vous avez une cible académique? Est-ce que c'est un énorme groupe multinational ou est-ce que c'est une start-up? Parce que le ton aussi du CV pourrait être différent en fonction de ce que vous choisissez comme objectif. Donc ça, c'est important qu'on puisse le rappeler. Voilà pour les CV plutôt anglo, puisque c'est quand même souvent ça qui nous est demandé. Maintenant, je voudrais vous faire un petit focus sur les autres pays. Comme ça, vous avez tout en même temps. Sur la Chine, donc, qui est un pays que je connais bien, j'y suis restée 5 ans. Donc la photo aujourd'hui, alors il faudrait que je update parce que la photo est obligatoire sur un CV chinois. La longueur, voilà, c'est un peu comme en France, plutôt une page, mais vous pouvez aller jusqu'à 2. Il faut bien insister sur vos capacités linguistiques, puisque si vous parlez bien anglais et bien chinois, c'est un vrai plus pour aller travailler là-bas. Là, c'est tout l'inverse de l'anglo, puisqu'on va pouvoir mettre votre âge, l'état civil, nationalité, sexe, date de naissance, toutes les infos sur vous, on est d'accord pour les connaître. Les références, oui, comme dans les CV américains. Vous pouvez mettre le LinkedIn ou le WeChat de votre ancien manager, ça se fait beaucoup, donc n'hésitez pas. WeChat étant le WhatsApp local, et c'est vraiment ce avec quoi on vit au quotidien. La formation est à mettre en premier et vous pouvez là aussi ajouter la note de votre année. Les petits plus, donc les publications, le lien vers des vidéos si vous avez un compte YouTube local, c'est intéressant. Un QR code qui redirige vers votre WeChat, ça aussi, ça peut être bien. Et puis au niveau des couleurs, on est plus sur du bleu ou du rouge parce que le rouge est la couleur de la fortune. Donc en fait, tous les CV chinois sont globalement rouges. Donc n'hésitez pas à le faire aussi. Si possible, donc en tant que Français qui veut s'expatrier, faites un CV en anglais et ce sera déjà bien.
Vous pouvez aussi avoir un CV français, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises françaises en Chine, et un CV chinois, pourquoi pas, si vous avez le niveau, bien évidemment. Sur le Brésil, alors là, ça ressemble plus en tout cas à la France. Vous allez pouvoir avoir la photo, la longueur du CV, 1 ou 2 pages. Pareil, on va pas mettre l'âge ni la religion, donc ça c'est plutôt leur côté anglo-saxon, de par leur proximité avec les États-Unis. En revanche, vous allez avoir voilà, le côté latin avec la photo et avec des règles communes à la France. Les petits plus, donc oser la couleur, hein, ça se fait pas mal. Et les éléments graphiques aussi, ils aiment bien tout ce qui est visuel, donc faut pas hésiter. Tout ce qui est Europe, donc là je pars plutôt des pays, voilà, européens, donc Espagne, Italie, Allemagne. L'Espagne et l'Italie vont pas mal se ressembler, donc plutôt. Alors ouais, donc voilà, l'Espagne, on est plutôt sur un CV assez détaillé, jusqu'à 2 pages, et en mettant l'accent sur le côté extra professionnel. En Italie, c'est plutôt un CV bref, et pas très humain. Il y a pas la rubrique profil, il n'y a pas les intérêts. Voilà, il y a ce côté un peu humain, compétences perso, il y a un petit peu moins. Et en Allemagne, vous allez avoir plutôt quelque chose de très très chiffré, très détaillé. On a parfois des CV jusqu'à 3 pages avec un design à chaque fois extrêmement sobre. Hein. En Allemagne, on a juste une page noir et blanc en général, mais bon, typiquement ce CV-là, il est correct en termes de design et il passerait dans n'importe quel pays. Voilà, déjà, est-ce que vous avez des questions sur les CV étrangers, enfin les CV pour s'expatrier? Dans les questions que j'ai vues, j'en ai pas vraiment vu pour l'international. En revanche, j'ai d'autres questions qui sont quand même, Ouais. qui ont été posées, un peu plus générales. Ok, Donc, je te propose de te poser celle-là en priorité. très bien. Euh, En premier lieu, si on est porteur d'un handicap, est-ce que c'est intéressant, pénalisant de le mentionner sur son CV? Alors, super question. Effectivement, c'est bien de le mettre en premier dans la partie pas contact, mais si, oui, tu peux rajouter une ligne en dessous des contacts, par exemple, où tu mets voilà, le type de handicap que tu peux avoir. Donc ça, c'est tout à fait possible. Et ce n'est pas pénalisant, puisque en fait, le recruteur, il faut qu'il sache aussi si tu as un handicap, et donc c'est très bien parce que lui aussi, peut-être qu'il a des choses d'autres offres à te proposer. Donc voilà, c'est bien d'avoir cette transparence et c'est bien de le mettre en tout premier. Alors, je ne m'y connais pas tout à fait sur ce domaine, mais je crois qu'il y a également des codes et des termes à rajouter sur le CV en fonction du handicap. Est-ce qu'il est physique? Voilà, donner des informations de ce type pour rassurer le recruteur dans un premier temps, pour lui dire, bah, tiens, voilà, j'ai tel handicap, mais ça ne gêne en rien ma façon de travailler et je suis totalement opérationnelle. Ça peut être un autre type de handicap qui peut être gênant pour ce travail-là et donc qui peut être hyper important à dire. Voilà, donc l'idée pour répondre à cette question, c'est de jouer la transparence, de se renseigner sur le code à dire la formulation exacte à mettre sur le CV. Et puis, il y a également tout un univers de la candidature pour les personnes porteuses de handicap, où il y a énormément d'offres dédiées aussi à ces personnes-là en fonction des handicaps qui existent. Et donc, ça peut être intéressant aussi d'aller postuler directement sur ces sites-là. Il y en a beaucoup hein, aujourd'hui, donc ça peut être aussi très pertinent d'aller sur des offres directement dédiées en fonction, bien sûr, du handicap et de la lourdeur que ça peut être. Voilà. Super, merci beaucoup. Il y a une autre question qui est plutôt liée au fait d'avoir peut-être pas mal d'expérience professionnelle et en tout cas d'être en reconversion professionnelle. Est-ce qu'on doit indiquer peut-être dans le titre de son CV ou un endroit en particulier qu'on est en reconversion? Est-ce qu'on doit autant détailler les expériences professionnelles qui ont eu et peut-être été importantes dans une vie passée, mais maintenant qui sont peut-être moins pertinentes si on cherche complètement autre chose? Est-ce que tu as des conseils liés à la situation de reconversion professionnelle?
Oui, absolument. La reconversion, en fait, c'est une façon différente de concevoir son CV, puisqu'on va partir du poste futur, donc qui n'a parfois rien à voir avec ce qu'on faisait avant, et il faudra trouver dans les expériences passées toutes les compétences qu'on a pu acquérir et qui peuvent être utiles sur le nouveau poste. Donc la première chose à faire, c'est de définir les compétences attendues sur votre futur poste et de trouver dans chacune de vos expériences d'avant en quoi vous avez pu acquérir des compétences très intéressantes pour le futur job. Et une fois que vous aurez fait ce travail-là, finalement un peu de matching de compétences, vous allez pouvoir les écrire dans le CV en se disant, bah, tiens, voilà, j'ai fait cette mission-là, elle n'a pas tellement de rapport avec le futur pour le moment. Par contre, j'ai appris ça, ça et ça qui vont être très, très utiles pour mon futur job. Et donc, c'est en faisant ce lien entre le passé et le futur que vous arriverez à déclencher vraiment une conversation intéressante. Donc ça, c'est sur les expériences. Et après, si votre reconversion implique d'avoir une nouvelle formation, ou vous avez décidé de faire voilà, une formation accélérée de 3-4 mois dans une école en ligne, par exemple, ou pas en ligne, hein, mais voilà, c'est intéressant peut-être de mettre en premier la formation, du coup, en lien avec le poste, parce qu'on va se dire tout de suite, ah ben voilà, elle a fait une formation, ou il a fait une formation vraiment en lien avec le job, ça a du sens que je poursuive la lecture du CV. Parce que s'il voit, vous avez fait votre école il y a 5 ans déjà sur un thème qui n'est pas du tout le même, bah, on risque de pas très bien comprendre. Donc on peut tout à fait mettre la nouvelle formation en premier, le lien des expériences pro avec les bonnes compétences qui ont du sens pour le futur job. Et puis bien sûr, beaucoup de choses vont se jouer également sur l'introduction dans profil et objectif. Vous allez pouvoir raconter votre projet de reconversion en disant, ben voilà, moi j'ai passé 5 ans dans tel et tel domaine, je souhaite me réorienter pour telle et telle raison. Je souhaite maintenant découvrir ça, ça et ça. Voilà, vous allez expliquer que le CV est un CV de reconversion. Parce que sinon, c'est un petit peu difficile de le deviner. Et puis, c'est très bien de mettre un peu de contexte, en fait, dans ce qu'on va lire. Et donc, vous allez raconter pourquoi, ce que vous voulez chercher dans votre futur job que vous n'avez pas aujourd'hui. Et voilà, vous allez mettre un peu votre touche personnelle et qu'on comprenne mieux pourquoi vous réorientez. Voilà, donc ça, c'est très important d'avoir ces trois choses en tête. L'introduction, la formation et le lien dans les expériences. Super, très clair. Merci Pauline. Quelques autres questions rapidement, puisque je vois le temps qui file. En France, est-ce que c'est mieux de faire un CV en anglais, en français, les deux quand on postule? Alors parfois, c'est demandé d'avoir les deux langues, hein, donc il faut vraiment appliquer la consigne qu'on vous demande. S'il est demandé 2 CV français-anglais, vous le faites. Ensuite, si vous postulez pour une entreprise étrangère qui est en France, et si le lien de l'annonce est en anglais, alors vous postulerez en anglais. Si c'est une entreprise française avec une offre française, vous postulez en français. Donc ça va dépendre en fait un peu de l'entreprise et puis de la langue de l'annonce. Je pense qu'il faut postuler dans la langue de l'annonce. Ok, merci. Et est-ce que tu pourrais nous dire s'il y a vraiment une différence entre un CV pour un stage, une alternance, et un CV pour un premier emploi et d'autres emplois? Est-ce Oui. qu'il faut faire attention à ça, peut-être aussi pour un job étudiant? Voilà, est-ce qu'il y a des différences fondamentales entre ces CV-là? Oui, alors dans l'alternance, on va vraiment vous demander 2 choses très importantes. C'est votre âge, puisque le salaire que vous aurez en tant qu'alternant dépendra de votre âge, si vous avez moins de 26 ans ou plus de 26 ans. Et deuxième chose, il faut écrire le rythme de votre alternance, qui est défini en fait par votre école, par votre programme. Parfois, vous allez voir 2 semaines en entreprise, 2 semaines à l'école, 3 semaines en entreprise, 1 semaine à l'école. En fait, voilà, on a besoin d'avoir ce rythme-là pour se projeter en tant que recruteur. Ça, c'est le CV d'alternance. Les autres, il n'y a pas forcément de règles à part écrire bien en tête du CV que vous êtes étudiant dans une école et que vous cherchez un stage dans tel et tel domaine en tant que telle profession, avec le titre du poste visé. Si c'est pour un job d'été, bah, vous allez mettre en premier je souhaite trouver un job d'été en tant que serveur, en tant qu'employé polyvalent dans la restauration rapide. Voilà, vous allez mettre du détail comme ça pour qu'on comprenne tout de suite ce que vous voulez et qu'on ne perde pas notre temps, si vous voulez, à lire un CV qui n'est pas adapté à ce que je veux. Donc, c'est important de mettre l'objectif tout de suite, en fait, dans le CV. Très clair. 2 dernières questions. Est-ce que c'est important de réaliser un CV par offre
d'emploi, de stage, d'alternance. Si je vois 4 offres d'emploi, est-ce qu'à chaque fois, je dois refaire mon CV, ma lettre de motivation? Alors, très bonne question. Et la réponse est globalement oui. Cependant, il ne faut pas que ce soit une usine à gaz. Il ne faut pas non plus que vous ayez 1000 CV et que vous sachiez plus où vous en êtes. Donc ça, c'est le danger, c'est qu'on se dit super, je vais faire bien mon travail, je vais faire 10 offres, 10 CV différents, mais après, vous allez être un peu perdu et vous allez vite vous décourager parce que ça prend, mine de rien, beaucoup de temps. Ce que je conseille plutôt, c'est d'avoir un CV général sur lequel vous venez apporter des petites modifications qui sont en lien avec l'offre. Donc, vous ne refaites pas complètement votre CV. Par contre, vous changez le titre du CV qui match parfaitement le titre de l'offre. Vous changez quelques compétences dans la rubrique compétences qui matchent parfaitement les rubriques de l'offre. Mais c'est tout. Vous n'allez pas vous mettre à réinventer les expériences, à les réécrire complètement. Voilà, c'est trop de travail et c'est pas efficace. Donc, un CV que vous modifiez par petites touches pour que ça matche juste sur les compétences et juste sur le titre, et ça sera déjà très, très bien. Ok, super. Si ça te va, on peut avancer sur l'IA. Ouais, très Il nous bien. reste 5 petites minutes. Ok, Ah, voilà. super. Bah, c'est parfait. Donc, ça me laisse l'occasion de vous parler un peu de l'intelligence artificielle pour votre CV. Donc là, l'idée, c'est de vous dire un petit peu comment utiliser ChatGPT dans votre candidature, en tout cas sur le CV. Donc, ça peut être utile pour optimiser votre contenu. Donc, vous allez pouvoir vérifier l'orthographe déjà. Vous allez pouvoir découvrir le positionnement des mots-clés par rapport à une offre. Donc, vous allez, par exemple, vous allez copier-coller l'offre dans GPT et vous allez lui dire, voici mon CV en copiant-collant votre contenu et vous allez lui dire, bah voilà, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que je suis positionnée suffisamment sur mes mots-clés? Et là, GPT va pouvoir vous donner une réponse. Ça peut être aussi très utile pour traduire votre CV, donc avec le bon vocabulaire dans la bonne langue. Voilà, donc n'hésitez pas voilà, à utiliser ce type d'outil qui peut quand même faire gagner beaucoup de temps, sans en abuser dans le sens où c'est bien de garder votre esprit critique évidemment, mais d'utiliser toujours l'outil pour améliorer votre existant. Voilà, l'IA ne rédigera pas votre CV tout seul, hein, évidemment, vous devrez l'aider un peu. Donc, voilà, pour que l'IA finalement produise du contenu de qualité, c'est bien d'avoir travaillé évidemment vous-même votre parcours à l'avance, mais ensuite elle viendra mettre sa petite touche et optimiser les descriptions de mission, identifier les compétences clés, elle viendra voilà, peaufiner et affiner le CV. Ouais, donc après, c'est une question de prompt. Alors, je ne sais pas si tout le monde est très au fait du prompt. Le prompt, c'est simplement la consigne qu'on va donner à GPT, par exemple, fais-moi un CV pour un métier d'acheteur. Ça, c'est un prompt. Donc là, je voulais vous donner quelques exemples de prompts qu'on peut donner à GPT. Donc, ça peut être le premier exemple. Peux-tu améliorer ce contenu, mon CV de jeune stagiaire, pour le rendre plus performant? Donc là, vous détaillez 2 minutes de stage. Et puis ensuite, à lui de vous proposer, en fait, donc là, vous copiez-collez votre contenu de stage et puis à lui de proposer quelque chose de plus performant et vous pouvez donc après reprendre ce qu'il produit. Donc là, pareil, hein, vous avez une section expérience, améliore cette section sur mon CV et vous allez copier-coller ce qu'il y a écrit et puis lui va vous donner quelque chose de plus performant. Et pareil, vous lui donnez un peu de contexte. Je postule pour un stage de community manager. Je suis actuellement en 2e année. Peux-tu rédiger un paragraphe profil objectif pour mon CV? Donc là aussi, c'est lui qui va produire quelque chose pour vous aider, en tout cas pour vous donner un peu d'inspiration et une première base de travail. Alors, ça, c'est l'occasion que je vous parle un tout petit peu de ce que nous, on fait, puisque nous, on a créé un outil qui vient intégrer l'IA dans le conseil et dans le coaching de votre CV. Donc, c'est aussi ça qui est très important, c'est que, attention, quand vous allez utiliser GPT, toute la donnée que vous lui donnerez deviendra publique. Tout ce que vous donnez à GPT en tant qu'individu, en tant qu'utilisateur, devient public à d'autres. Alors que quand vous passez par une entreprise comme la nôtre ou d'autres, hein, évidemment, vous avez donc ce côté très privé de la donnée, puisque aucune donnée ne transite sur GPT ensuite pour d'autres utilisateurs. Donc ça, c'était quand même important aussi que je puisse le dire. Voilà, l'idée, nous, hein, de notre outil, c'est de pouvoir vous coacher sur le vocabulaire, sur le positionnement des mots-clés et vous proposer une reformulation exacte pour votre CV. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez en savoir plus. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous donner comme exemple de prompt à utiliser.
pour votre CV. C'est toujours intéressant de se faire aider un peu de l'IA hein, pour améliorer sa pertinence de CV, de contenu. Donc voilà, vous pouvez l'utiliser, mais relisez bien évidemment et faites attention à ce qu'il y a écrit dans votre CV. Voilà. Merci beaucoup, Pauline. Merci aussi pour cette adresse de contact. On avait la dernière question que je voulais te poser avant qu'on termine cette masterclass. C'est une question qui est revenue au moins 2 fois dans le chat, qui était de savoir si tu faisais des rendez-vous individuels pour de la relecture de CV, de l'accompagnement, de la révision. Et si oui, s'il y avait des tarifs qui étaient affichés. Voilà, si tu as des informations à donner, c'est aussi le moment de faire ta publicité. Donc, n'hésite pas. Eh ben super, super question. Effectivement, alors moi j'en fais de temps en temps des relectures de CV, mais j'ai surtout une super collaboratrice qui fait ça aussi très bien. Ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble. On est deux hein, chez MyCV Factory, elle s'appelle Virginie. Et donc oui, je peux vous donner le lien pour accéder à ce service-là. Il n'y a aucun problème. On fait du coaching CV dans notre cœur de métier. C'est notre service phare, hein, donc il n'y a aucun problème, tout à fait. Je vous donnerai le lien. Super. Est-ce que c'est tu as une adresse de contact peut-être? Absolument. Je vais mettre ça dans le chat. Ah, parfait. Super. Une Et mail direct. pendant que tu écris ça dans le chat, je voulais dire aux personnes présentes ici aujourd'hui que vous pouvez retrouver du contenu similaire et d'autres numéros de Midi Expert sur notre chaîne YouTube. Le replay d'ailleurs sera aussi dispo sur notre chaîne YouTube France. Et si vous voulez regarder le replay de manière un peu plus simple, vous avez la possibilité de retourner sur cet événement. Le replay sera accessible directement en vous connectant sur ce lien Livestorm. En plus de ça, on va avoir pas mal de conseils toujours à votre disposition, que ce soit sur le Career Center Job Teaser, notre site internet, mais aussi sur notre Instagram, notre TikTok. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur différents réseaux et sur nos sites si vous cherchez des conseils sur votre insertion, sur votre orientation professionnelle. Et pour terminer, un très grand merci, Pauline, pour tous ces conseils, précieux conseils que tu viens de donner à toutes les personnes présentes aujourd'hui. C'est super pour eux, c'est très précieux, je pense. Et on vous enverra la présentation par mail, si je ne dis pas de bêtises. Après, donc, toutes les personnes inscrites, même si elles n'ont pas été présentes, recevront la présentation par mail. Parfait. Merci beaucoup, Pauline. Merci pour tous tes conseils. Très bonne fin de journée et à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir à tous.